C'est tout simplement un désastre diplomatique du côté israélien. L'allié d'hier est devenu le rival d'aujourd'hui, et alors que l'ennemi d'hier est devenu le partenaire d'aujourd'hui. C'est tout simplement une situation aberrante et incompréhensible, mais qui a une certaine logique du côté américain, puisque Donald Trump est en train de recréer l'atmosphère qui existait dans les relations américo-iraniennes avant la chute du Shah. Depuis plusieurs jours, les déclarations de Donald Trump et les informations qui filtrent sur l'accord avec l'Iran suscitent de nombreuses interrogations en Israël. Certains parlent même d'un tournant dans les relations entre Washington et Jérusalem. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Jacques Neria. Jacques, bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kelita. Vous êtes ancien colonel du renseignement et vous avez été aussi conseiller politique de l'ancien Premier ministre Yitzhak Rabin, et puis vous suivez surtout depuis de longtemps et de longues années les évolutions stratégiques au Moyen-Orient. Je voudrais d'abord qu'on parle, si vous voulez bien, Jacques, des déclarations, je ne sais pas comment on peut les qualifier, surprenantes, étonnantes, de Donald Trump concernant d'abord l'Iran, où il parle que les négociations avec l'Iran, c'était un plaisir de négocier avec l'Iran, alors qu'il y a quelques jours, il disait qu'il fallait détruire, et qu'il voulait détruire la civilisation iranienne. Il parle aussi d'Israël, comme quoi Israël existait grâce aux États-Unis. Beaucoup de déclarations. Alors, comment ces déclarations, vous avez été surpris, vous avez souri, comment vous avez réagi face à ça? Écoutez, sourire, je dirais, c'est trop dire. C'est tout simplement un désastre diplomatique du côté israélien. L'allié d'hier est devenu le rival d'aujourd'hui, et alors que l'ennemi d'hier est devenu le partenaire d'aujourd'hui. C'est tout simplement une situation aberrante et incompréhensible, mais qui a une certaine logique du côté américain, puisque Donald Trump est en train de recréer l'atmosphère qui existait dans les relations américo-iraniennes avant la chute du Shah. Donc c'est une entreprise qui a toujours, je dirais, souri et attiré les Américains de se retrouver dans les bras de l'Iran, et naturellement l'Iran comme une puissance régionale, une puissance qui peut exercer un certain pouvoir d'hégémonie sur la région, une situation apaisante, stabilisante. C'est ce que les Américains voient, alors que naturellement pour nous cette situation est une situation, je dirais, de désastre, puisque la menace nucléaire iranienne n'a pas été effacée, la menace balistique non plus n'a pas été traité. Ce qui est encore de plus stressant du point de vue israélien, c'est l'incapacité d'agir librement au Liban. Donc, dans le cadre qui est proche géographique à Israël et qui intéresse, je dirais, c'est la région nord de l'État d'Israël, et non seulement la région nord. Eh bien, Israël se trouve aujourd'hui non seulement avec les mains liées derrière le dos, mais je dirais, elles sont liées avec des menottes d'acier qui ne lui permettent pas d'agir dans la région au Liban, et naturellement, en attendant que le verdict qui va se passer le vendredi. Est-ce que les États-Unis vont tout simplement obliger Israël, déclarer qu'Israël devrait se retirer totalement du Liban? Et là, je dirais, le désastre diplomatique serait accompagné par une catastrophe sécuritaire, mais tout cela, naturellement, est à voir d'ici 2 jours. Alors, un des points aussi controversés, c'est le fonds d'investissement de 300 milliards de dollars qui est destiné à l'économie iranienne. Alors, c'est un fonds d'investissement de sociétés et d'entreprises privées. Mais quel est, d'après vous, le message que cela envoie à Téhéran ? Alors, exactement, c'est ce que je suis en train de dire, que les États-Unis sont en train de rechercher l'amitié des Iraniens, de rechercher l'alliance qui existait dans le passé entre le Shah Pahlavi avec l'administration américaine. Eh bien, ici, il semble
que Donald Trump entrevoit une fissure par laquelle il peut s'introduire et, je dirais, reconstruire cette pyramide de relations entre les États-Unis et l'Iran, qui est un client important, qui est un client stratégique, et naturellement, qui est comparé à Bahreïn, comparé au Koweït ou à Qatar ou aux Émirats, eh bien, naturellement, cette superpuissance a prouvé qu'elle était là pour rester. Alors, aussi un autre point qui est aussi étonnant, c'est que Donald Trump est allé jusqu'à suggérer que la Syrie pourrait jouer un rôle contre le Hezbollah. Alors, vous connaissez bien ce pays, la Syrie. Cette situation d'engager la Syrie dans le conflit libanais, surtout contre le Hezbollah, a été soulevée déjà depuis des mois. Depuis des mois, Tom Barak, l'ambassadeur américain en Turquie et qui est l'émissaire de Donald Trump en Syrie et au Liban aussi, a tout simplement suggéré cette intervention qui a été reprise aussi par l'ambassadeur américain au Liban, et tout cela pour dire je dirais, d'un côté, humilier Israël en disant publiquement que le travail serait meilleur fait par les Syriens que par les Israéliens. Donc, les Israéliens sont incapables de le faire, donc laissons les Syriens le faire. Et naturellement, dans ce cas-là, est-ce que la Syrie sera, je dirais, accueillante à cette proposition? Eh bien, moi, personnellement, je pense que non. Et le fait d'avoir été présent au Liban depuis 1976 jusqu'à 2005 ne veut pas dire qu'aujourd'hui la Syrie est prête à reprendre ce rôle de policier au Liban. En 1976, la Syrie est intervenue au Liban après invitation officielle de l'État libanais, alors qu'ici, ce ne sera pas le cas. Et donc, dans ce cas-là, je dirais, c'est pour cela qu'Israël s'oppose. Parce que si jamais il y a une situation où les Syriens vont avancer et remplacer le Hezbollah au sud Liban, eh bien, c'est une situation qui est intolérable du point de vue israélien. D'un autre côté, je ne pense pas que la Syrie d'Ahmadinejad est intéressée aujourd'hui d'intervenir au Liban. Elle a des priorités beaucoup plus importantes au sein de la Syrie, la stabilisation de la Syrie, l'économie de la Syrie, la reconstruction de la Syrie qui pendant des années et des années a souffert de la misère qui a créée par Bachar el-Assad. Eh bien, cette situation ne permet pas à Ahmadinejad de se libérer je dirais, du problème kurde, du problème druze, du problème alawite et d'intervenir au Liban. De ce point de vue-là, je dirais c'est un non-starter, comme le disent les Américains, et c'est tout simplement pour essayer de taquiner Israël et de susciter de nouveau, de l'humilier publiquement pour dire, écoutez, très chers amis, mettez-vous dans les rangs et observez mes instructions. Ouais. Alors, vous avez parlé de désastre de la diplomatie israélienne, mais qu'est-ce que Benjamin Netanyahou peut-être a fait de mal, ou qu'est-ce qu'il aurait dû faire autrement justement pour essayer d'éviter cette situation? Est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose d'autre en fait? Écoutez, les Américains disent clairement, disent que Benjamin Netanyahu voulait que la guerre continue indéfiniment. Ça, c'est d'un. De deux, quand il a compris que les Américains allaient tout simplement signer un accord avec les Iraniens, les Américains disent qu'il a tout fait pour saborder cet accord-là. Pour cette raison-là, pour ces deux raisons-là, Donald Trump s'est retourné contre Netanyahou et naturellement, il l'a mis de côté, l'a empêché d'intervenir dans toutes les discussions et les négociations qui se sont passées avec les Iraniens, et de plus lui a interdit, je dirais, de recevoir le brouillon de l'accord qui a été signé déjà digitalement et qui sera signé officiellement le vendredi. Donc de ce point de vue-là, c'est tout simplement mettre Netanyahou en place. Parce qu'il y a ici, je dirais, une colère qui se dessine, une colère qui commence à être, je dirais, pernicieuse, puisque le président américain d'abord a déclaré que Benjamin Netanyahu n'allait pas participer aux prochaines élections. C'est tout simplement comme un signal pour dire à Netanyahu, écoutez, il est grand temps de vous retirer. Deux, il a aspergé, je dirais, Netanyahou de tous les épithètes et de tous les attributs d'imbécilité presque, je dirais, dans sa conduite politique. Tout cela est, je dirais,
qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas le fait d'avoir Netanyahou comme Premier ministre, pour l'opposition comme pour la coalition, eh bien c'est notre Premier ministre. Et le fait de l'humilier publiquement tel que le fait Donald Trump, je dirais ça ne s'est jamais passé. Ouais. Je ne vois pas comment moi, à côté de Rabin, Rabin aurait supporté une telle situation. Justement, si vous étiez aujourd'hui le conseiller de Benjamin Netanyahou, qu'est-ce que vous aurez donné comme conseil? Qu'est-ce que vous lui aurez recommandé de faire? Plonger sous le radar. Plonger sous le radar et passez-vous pour l'instant, laissez la colère passer. Et d'attendre encore. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Jacques Neria pour votre intervention ce matin. Merci pour ces informations et à très bientôt sur Studio Kalita. Merci d'avoir été avec nous. Bientôt, Olivier.